Alors j'ai fait ce talk en fait parce que je voulais parler un petit peu de blockchain et vous montrer un petit peu déjà comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire. Et après je vais parler toute une partie en fait sur qu'est-ce que j'ai fait aussi sur la blockchain pour essayer de tester un peu les limites, voir ce qu'on peut réaliser en vecteur d'attaque, ce genre de choses, et comment se sécuriser ensuite. Donc, qui je suis déjà donc moi c'est Jérémy Harel, je suis développeur chez Max Digital Service depuis 1 an et demi. Et donc j'ai laissé mon Twitter après si vous voulez envoyer des petits messages. J'ai commencé à jouer en fait sur la blockchain Ethereum depuis en fait la bêta. Donc j'avais joué un petit peu là-dessus sur comment dire juste déjà tester un petit peu comment ça fonctionne. Au début je comprenais pas grand-chose, j'avoue. Et donc ensuite j'ai suivi le lancement même de la blockchain Ethereum. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci en explication, je trouve qu'elle est un peu plus simple entre guillemets par rapport à Bitcoin, sur notamment quelques histoires de transactions, j'en parlerai un peu plus tard. Elle avait aussi l'avantage d'utiliser les smart contracts, donc ça c'est une nouveauté qui a révolutionné un petit peu la blockchain. Ethereum a été un petit peu appelé la version 2.0 de Bitcoin. Donc il faut savoir que c'est Vitalik Buterin, donc un petit gars de 19 ans quand il a lancé la blockchain Ethereum. Il avait quand même bossé dessus pendant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc il a sorti en fait sa blockchain, mais après un long travail en fait dessus. Et c'était le 30 juillet 2015. Donc, si je sépare déjà les deux mots block et chain, qu'est-ce qu'on va retrouver? La chain, c'est vraiment juste une liste de blocs et une difficulté. Le bloc, un bloc de données tout simplement, qui va contenir un hash vers le bloc précédent et une liste de transactions. Donc, j'ai une définition qui est par Clara Balva, qui est CEO de Blockchain Partner, que je trouve assez simple, et on peut trouver plein de définitions de la blockchain, mais celle-ci est pas mal. C'est une technologie de stockage et d'échange d'informations sécurisée, fonctionnant sans organe de contrôle. Donc, je sais pas si déjà ça vous parle un petit peu. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer avec la blockchain un petit peu déjà? Pas du tout. Vous n'avez pas regardé? Ok. Bon, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà experts ici. Ok, alors comment ça fonctionne, Jamie? Déjà une chose, j'ai un petit exemple, c'est la pièce d'1 euro. Qu'en fait, si moi j'ai une pièce d'1 euro, je la donne par exemple à Audreyne. Cette pièce d'1 euro, elle a une unicité, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que je la donne à Audreyne, elle ne m'appartient plus. En informatique, on a un souci, c'est que si j'envoie, je sais pas, une photo d'une pièce d'1 euro, je peux l'envoyer par mail, et finalement, je garde la photo de cette pièce d'1 euro. Il a aussi la photo de la pièce d'1 euro sur son PC. Ça passe par des serveurs qui font des copies, et donc on n'a pas cette notion d'unicité en fait, de jetons. Donc là, c'était un des problèmes à résoudre avec la blockchain. C'était aussi de savoir se dire, si je veux envoyer quelque chose à Audreyne, je ne veux qu'il ne m'appartienne plus derrière en fait. C'est vraiment cette notion d'unicité qui peut être importante à gérer. Et le fonctionnement actuel, si on regarde comment fonctionne Visa ou Mastercard, ce genre de choses, c'est des serveurs centralisés qui enregistrent toute cette information dans leur serveur. Donc en fait, c'est eux qui vont avoir la connaissance de j'avais 1 euro, je l'ai donné à Audreyne, je ne l'ai plus, maintenant il en a un. Mais c'est centralisé sur des serveurs. Donc la blockchain, elle tend à résoudre ce souci, mais de façon décentralisée. Donc c'est vraiment de garantir une unicité de manière décentralisée. Donc si je reviens en fait sur... Je sais pas si c'est lisible pour tout le monde, c'est bon? Ouais. Bon. Là j'ai pris le code d'Ethereum J. Alors c'est une implémentation Java de Ethereum. Alors j'ai fait du ménage, j'ai vraiment simplifié, j'ai pris vraiment les choses qui m'intéressaient dans cette partie de code. Qu'est-ce qu'on a? On a vraiment juste une liste de blocs et une difficulté générale. Ensuite, un bloc, qu'est-ce que c'est? Il a un bloc header et une liste de transactions, avec éventuellement un constructeur. Voilà, j'ai vraiment simplifié là, le code pour avoir une première vision. Et le bloc header, qu'est-ce qu'il comprend? Alors, il va avoir un number, un parent hash,
Et un timestamp aussi, ce qui est important parce que finalement ça me permet de dire ce bloc a été généré à telle date, précisément à la seconde près. Une difficulté, donc pareil j'en parlerai tout à l'heure, et on va voir qu'on a vraiment surtout la notion du nombre, donc les blocs s'enchaînent les uns après les autres, ils ont tous 1, 2, 3, 4 en incrément, et le parent hash contient le hash du bloc précédent. Ça va jusqu'à maintenant? Okay. Donc, qu'est-ce qui définit un compte, un wallet? Il faut savoir déjà qu'on peut générer un compte sans être connecté à la blockchain. Donc ça, on n'a pas besoin d'être connecté, on peut le générer en local, sur son PC, comme on veut. Et on a une clé privée, une adresse publique. Moi, je le vois un petit peu comme la notion de tirelire avec un petit cadenas, finalement. C'est-à-dire que n'importe qui peut déposer des jetons, des pièces de monnaie dans votre tirelire. Par contre, quand vous voulez récupérer et faire un paiement à côté, vous avez besoin de cette clé privée. Après, c'est du chiffrement mathématique, on va en parler pas mal de fois. On utilise beaucoup le chiffrement par courbe elliptique. Donc là, c'est vraiment plus des mathématiques un peu poussées, mais pour l'instant, je vais simplifier. C'est une clé privée va ressembler à ça. Donc c'est-à-dire qu'on a sous format hexadécimal 64 caractères, donc complètement aléatoire. Et derrière, ça me donne une adresse publique. Donc ça, c'est comme si je vous envoyais mon RIB, en fait, tout simplement. Et si vous voulez me faire un virement, vous envoyez sur cette adresse. C'est pas mon adresse, hein, c'est pas la peine de le faire. Alors, ensuite, une chose intéressante, donc on a 64 caractères, ça équivaut déjà à 2 puissance 256. Je vais faire un petit peu de maths, hein, je suis désolé d'avance. Ce qui correspond en ordre de grandeur à 10 puissance 77. Alors, 10 puissance 77, c'est le nombre de possibilités de clés privées qui existent. Pour donner un ordre d'idée, 10 puissance 38, c'est le nombre d'adresses IPv6 existantes, enfin, qu'on peut générer. 10 puissance 47, c'est le nombre de molécules d'eau sur Terre. Donc on voit par exemple que le nombre d'adresses publiques, c'est 10 fois plus que le nombre de molécules d'eau sur Terre, ce qui commence à faire quand même pas mal. Et 10 puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. Voilà, c'est pour donner quelques ordres de grandeur. Donc, quand on a un compte, donc là pareil, je suis toujours pas connecté à la blockchain, j'en ai pas besoin encore. À partir de mon compte, j'ai envie de créer une transaction. Qu'est-ce que c'est une transaction? Donc là, c'est vraiment les principes même de chiffrement que vous avez peut-être déjà utilisé. On connaissait beaucoup RSA pendant un moment. RSA tombe un peu en désuétude. En tout cas, on trouve que c'est plus utilisé maintenant la signature elliptique. Donc c'est le ECDSA qui permet de chiffrer de façon aussi sécurisée, par exemple avec une clé de 1024 bits. En RSA, en 160 bits en courbe elliptique, c'est un chiffrement de même force, on va dire. Donc ça permet sur des machines un peu plus modestes d'avoir des signatures sans demander trop de ressources. Donc si Alice veut envoyer 2 Ethers, alors là je vais parler d'Ether parce que c'est la monnaie en fait dans Ethereum. Alice va envoyer à Bob 2 Ethers, donc elle a son adresse publique, elle a sa clé privée. Avec sa clé privée, en fait elle va signer ce message. Donc là c'est vraiment de la signature qu'on utilise dans l'informatique de tous les jours. Et elle va l'envoyer sur le réseau Ethereum. Pour l'instant, c'est juste un gros nuage, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Le réseau Ethereum valide que ce message, en fait, qui est une transaction de Alice à Bob de 2 Ethers, le réseau peut valider parce qu'en fait, il y a la clé publique qui permet de se dire « Ah oui, tiens, effectivement, ce message est valide ». Et donc, Bob récupère bien ces 2 Ethers. Alors ça, c'est le format, ça pique un peu, le format hexadécimal d'une transaction. On va retrouver en fait finalement la value. Alors c'est encodé parce que finalement un Ether c'est je sais plus combien de 0, c'est une sous-valeur, enfin c'est des très grandes valeurs de ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Parce qu'en fait on peut aller très très bas sous les Ethers en décimale et très très haut aussi si on veut un grand nombre d'Ethers. On a la destination à qui je l'envoie. Et puis là on a la clé publique. Alors c'est un encodage, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les JSON Web Token par exemple, ou le JWT. On peut créer par exemple ce genre de choses aussi, ça va se rapprocher un petit peu de ce chiffrement. On va retrouver plusieurs choses, le hash aussi de la transaction, et tout ça finalement ça se contient dans la retransaction qui est en fait tout ce message là encodé en hexadécimal. Donc ça c'est juste une transaction que je peux générer
et l'envoyer dans le réseau. Ici, je vais vous donner un petit exemple. Je peux générer une clé random. Et la clé publique ici, je fais juste un hash en fait de cette clé publique, enfin de la clé privée. Et on voit qu'à chaque fois, finalement, si je change juste un caractère, c'est le principe des hashes, hein. La clé publique change complètement, donc c'est vraiment les signatures par hash. Ensuite, si je veux signer un message, ici je fais coucou, mais dès que je rajoute ça va peut-être être un peu compliqué. C'est bon? Donc si je change en fait, là j'ai ma clé privée, avec ma clé privée je peux chiffrer un message et avoir la signature derrière qui va changer encore en fonction de ce que je lui mets. Une transaction c'est quoi finalement? C'est tout simplement un message un peu plus complexe. Là ce que j'ai montré c'était finalement du JSON. Donc là on peut pareil signer un message assez facilement. Hop là, j'ai perdu ma souris. Alors ce que j'ai pas montré c'est que voilà, si je veux vérifier, donc là il a copié en fait la signature, le message. Je peux vérifier, par contre, effectivement, si dans la signature j'ai changé un caractère, je vais mettre C ici, si je vérifie, il me dit « Ah non, finalement ça c'est pas bon, le message que tu essaies d'envoyer, il n'est pas valide en fait. » Et toc, ça j'en parlerai après. Et ici, donc ça en fait, cette partie-là, je l'ai piqué sur un repo que j'ai trouvé, c'est Anders Brownworth, que j'ai trouvé pas mal en fait pour représenter la blockchain. On va rentrer, donc maintenant j'ai montré le compte, la transaction. Sur la blockchain, qu'est-ce que c'est? Donc on a vu tout à l'heure, c'est vraiment une liste de blocs qui va contenir un timestamp, le parent hash et une liste de transactions. Donc tout ça en fait, je le prends, tout ce bloc de données, et j'en fais un hash. Donc ça c'est le premier hash du bloc Genesis. Alors le bloc Genesis, il a un parent hash de 000, donc toute une suite de 0. Et le bloc 1, qu'est-ce qu'il a? On va voir qu'il a le parent hash ici 8DEA, qui est le hash du bloc précédent. Donc ici pareil, en fait, on va faire un hash de tout ce bloc 1, 3F15, hop, il va se retrouver ici. Donc, et ainsi de suite pour tous les blocs. Ce qu'on peut voir aussi, le timestamp, là sur Ethereum, en moyenne, les blocs sont toutes les 15 secondes. Donc ce qui est plus rapide aussi que Bitcoin qui lui met 10 minutes entre chaque bloc. Donc ça c'est un calcul de difficulté, on verra tout à l'heure sur le processus de minage. Ok, donc maintenant j'ai ma blockchain. J'imagine que là j'ai un nœud que j'héberge à Paris par exemple, avec mon ensemble de petits blocs. Et mon nœud il communique avec d'autres réseaux, enfin d'autres nœuds du réseau. Donc j'ai par exemple un Parity à Dubaï. Alors Parity c'est le nom d'un client, une implémentation de Ethereum. Get c'est l'implémentation officielle en Go. Parity c'est en Rust. Les fans de Rust. Et sur ce schéma j'ai représenté plusieurs cas différents. Donc ici j'ai un nœud en bleu, il est simplement connecté, il reçoit les nouveaux blocs par le réseau. Et il peut en envoyer aussi. Les nœuds en orange, eux, ils travaillent, ils font le minage, le processus du minage. Ce nœud ici en bleu transparent, il n'est pas complètement synchronisé. C'est-à-dire qu'il vient de se connecter. Et sur la liste des blocs, il a par exemple seulement 2 millions de blocs, alors qu'eux ont 6 millions. Ils sont à jour sur les derniers blocs. Celui-ci est en cours de synchronisation. Donc il est juste en train de télécharger tous les blocs. Et une fois qu'il sera synchronisé, il pourra envoyer ses transactions et, ou faire du minage comme il souhaite. Ici, c'est un cas un peu plus particulier, le GetEtherScan, c'est un nœud aussi comme tous les autres, mais il expose un front-end qui est un site internet, etherscan.io. Ça, c'est ce qu'on appelle un block explorer, et n'importe qui peut aller sur ce genre de choses. Donc je peux vous montrer rapidement. Je ne sais pas si ça a marché. Je suis peut-être obligé de sortir du mode. Donc là, par exemple, on peut voir le bloc 1. Si je regarde les derniers blocs, on est à 8 millions et quelques. Le mineur, donc ça c'est à quoi ressemble en fait un compte. On peut, c'est très transparent, on peut voir l'ensemble de tous les comptes sur la blockchain et aller regarder quelles sont les transactions qui sont faites. Donc là on voit que celui-ci il envoie vers plein d'adresses. Voilà, ça c'est un premier exemple.
Donc, alors tout ça, quand on parle de, comment dire, de réseau, c'est vraiment du peer-to-peer. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle. Ah, j'ai perdu mon Emule. Bon, c'était une petite photo de Emule. C'est vraiment du peer-to-peer. Donc, vous avez peut-être vos premiers souvenirs de téléchargement, le premier film et qui c'est pas le bon film, par exemple. On a tous connu ça. Ici, je vais vous montrer. Donc voilà, on parlait tout à l'heure, si je tape un message, le hash change en direct. Alors on peut, le hash c'est vraiment une empreinte numérique. On peut hasher un document complet. Il peut faire la taille que l'on souhaite. Le hash fera toujours la même taille. Donc là c'est 256 caractères. Maintenant un bloc, qu'est-ce que c'est? Donc on a vu tout à l'heure, il contient le numéro, un hash, donc là ici. Et si je lui rajoute des données, là en fait le hash est plus long. Par contre, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait un nonce. Et en fait le nonce c'est quoi? C'est de se dire, on va l'incrémenter plein de fois. Alors là ça va un petit peu vite. Et le but du hash, c'est de commencer au moins par 4 zéros. Donc là, si je change en fait mon bloc, donc les datas ont changé, le hash aussi, mais il faut toujours que les blocs commencent par 4 zéros. Donc ça, 4 zéros, c'est par exemple sur Bitcoin. Alors c'est pas exactement Ethereum, mais là je simplifie en utilisant le process Bitcoin. Un bloc n'est valide que s'il commence par un certain nombre de zéros. Et c'est ce qu'on va appeler la difficulté en fait. Cette difficulté, ça peut être 1, 2, 3, 10 zéros. Et on se rend bien compte qu'en fait, à chaque fois que je change le nonce, je le passe à 1, je passe à 2. Donc là, si je fais un plus 1, le hash va changer. Et en fait, il va essayer plein de fois jusqu'à tomber sur un hash qui commence par 4 zéros. Et là, il sera considéré comme valide. Donc là, hop, je fais le petit minage. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. En fait, c'est vraiment de l'aléatoire, parce que finalement, j'essaye plein de combinaisons possibles. Ah, ça y est, il en a trouvé un. Donc là, j'ai signé un bloc. Alors, c'est une fausse blockchain, hein, je précise. Mais c'est vraiment ça, cette histoire de difficulté. Le minage, c'est quoi? C'est juste de trouver un hash qui va être suffisamment petit et en dessous de la difficulté souhaitée. Donc ensuite, on va un peu plus loin. La blockchain, qu'est-ce qu'on a dit? C'était tout simplement un enchaînement de blocs. Avec, donc ici, on a le bloc de genèse. Le précédent il était à 0, et puis en fait chaque hash de chaque bloc. Hop, un petit peu du mal avec, donc là on a par exemple 5 blocs. Qu'est-ce qui se passe si je modifie ici? Pareil, ça change la signature, donc il faudrait que je remine en fait ce bloc. Par contre, si je change même dans les blocs précédents, ici je le change, tous mes autres blocs sont invalidés, ce qui est normal en fait, parce que finalement ce bloc ici, le hash a changé, et donc la précédence ici, il a aussi changé. Donc au final, mes 3 blocs d'un coup ne sont plus valides. Et en fait, c'est ce qui garantit un petit peu le côté inviolable. Bon, on verra que c'est pas forcément le cas non plus, mais garantit le côté inviolable de la blockchain, c'est-à-dire que on peut pas les modifier dans les premiers blocs, se dire bah tiens, je vais me faire une petite transaction perso juste pour moi, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça demande de la force de calcul et de refaire l'ensemble des blocs. Est-ce que ça c'est à peu près clair déjà ou n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, Jérémy, il y a la règle des 4 zéros, là, qui c'est qui choisit ça? C'est chaque blockchain qui choisit la difficulté? Ouais, alors Bitcoin, elle est vraiment partie là-dessus, ça commence par des zéros. Et en fait, plus tu vas avancer dans... comment dire? En fait, il faut imaginer que tu as tous les nœuds du réseau en même temps qui font ce petit travail de tester, en fait. Le minage, c'est ça, c'est que chacun teste dans son coin d'incrémenter le nonce et se dire, bah tiens, moi je suis tombé sur le zéro, je l'envoie à tout le monde, j'ai réussi à miner un bloc. Okay. Et ouais, c'est vraiment ça. Donc après, on va voir ensuite sur la partie distribuée. Donc ici, j'ai un Pierre Grégory, un François et un Tristan, par exemple. Ouais, j'ai un petit peu adapté. Qu'est-ce qui se passe ici si là, j'essaye de corrompre en fait ce bloc? Je lui dis, hey, coucou, bah, je suis obligé de miner mon bloc. Et dire, bon, bah ok, là, je suis obligé de miner. Et de miner encore le suivant si je veux pouvoir envoyer ce genre de choses. Sauf que il faut imaginer qu'en fait sur la planète il y a plein de nœuds qui tournent en même temps. Eux ils n'ont pas changé encore leur nœud en fait, enfin leurs 2 derniers blocs. Hop, on va aller sur les derniers. Donc on va voir qu'on a des hash qui vont être différents. Ici c'est le AE, ici c'est le C2 par exemple.
Donc, qu'est-ce qui va se passer après quand cette partie, en fait, enfin, celui qui a réussi potentiellement à créer ces nouveaux blocs, s'il les envoie, en fait, ça va être le jeu de celui qui a la plus longue chaîne. Désolé. Celui qui a la plus longue chaîne qui va remporter, en fait. On comprend bien que finalement, si on a beaucoup de blocs à miner, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et ça va être très très dur de falsifier ce registre en fait de blocs. Alors après, si on pousse un peu l'analyse, on avait des datas qui étaient pour l'instant vides. Ici, on peut faire des transactions. Les transactions, c'est juste un jeu de données finalement. Et c'est le même process, c'est-à-dire que si, tiens, Gladys qui envoie à Mathieu 10 000 Ethers, Gladys, elle a essayé de tricher, elle dit, bah tiens, en fait, je t'en ai envoyé que 10. Pareil, elle est obligée de reminer tous ces blocs si elle veut essayer de tricher. Ce qui va être un petit peu compliqué. Et ça, c'est peut-être pas la peine d'en parler. Hop. Donc la difficulté du minage, il faut imaginer donc un target défini en fonction de la difficulté. Donc ça, c'est plutôt comment fonctionne en fait la blockchain Ethereum. C'est-à-dire la difficulté, c'est par exemple, je sais pas, 2 millions, un truc comme ça. On divise 2 puissance 128 par la difficulté, et on va avoir un très petit chiffre en fait. Donc on imagine ici ce target qui est de 0,05. Et chaque mineur va essayer de calculer en boucle le maximum de hash avec le block header, la liste des transactions et son nonce qui va incrémenter, qui va essayer plein de fois. Jusqu'à trouver un hash qui va être en dessous de cette valeur de target. Donc Ethereum, c'est pas exactement le nombre de zéros devant, c'est carrément la valeur. Donc on peut avoir 4 zéros et puis être juste en dessous du 5 derrière. Ici par exemple, si j'ai 0,002, c'est bon. Par contre, il faut réussir à tomber sur ce hash qui serait bon. Donc voilà. Alors tant qu'il n'a pas trouvé en fait son hash, il calcule. Dès qu'il a réussi à trouver ce hash, il va l'envoyer sur le réseau. Et donc tout le monde pourra valider qu'il est bon. Et ensuite il va réessayer le bloc suivant. Et tout le monde va se mettre à jour avec le nouveau bloc en essayant de calculer le bloc suivant en prenant en parent hash le hash qui a été calculé. Enfin le bloc qui a été calculé. Maintenant, quand j'envoie une transaction sur la blockchain, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais envoyer, donc on a vu le petit bout de JSON, je vais l'envoyer sur mon nœud, que j'ai synchronisé moi sur ma machine. Il va se mettre dans le pool de transactions. Donc là, si je passe juste ici, on imagine un nœud, il a donc le réseau, et par le réseau, en fait, il va mettre ça dans le pool de transactions. Donc moi, si je suis en local, je passe par mon petit browser, il a un petit accès JSON RPC, je la mets dans le pool de transactions, et puis en fait, en communiquant avec les autres nœuds du réseau, il va se dire, tiens, tel nœud, tu connais pas ma transaction, je te l'envoie. Donc voilà, c'est vraiment du peer-to-peer, il s'échange toutes les transactions. Et c'est ce que je montrais juste avant. En moyenne, dans les nœuds, on a 40 000 transactions courantes en cours, qui passent ou qui passent pas, ça dépend des transactions. Donc une transaction a aussi un coût en Ether, donc c'est les frais de transaction qui sont quand même très très minimes. On va voir que ça se compte en centimes plutôt. Donc ce nœud, qu'est-ce qu'il contient? Alors il contient toujours la blockchain, un moteur d'exécution, donc ça j'en parlerai pas trop, c'est les smart contracts, mais c'est vraiment une partie encore à part. Et le pool de transactions. Donc maintenant, qu'est-ce qui garantit que la chaîne est inviolable? Est-ce qu'on peut dire que c'est un registre distribué immuable? Ici on imagine donc qu'on a 3 blocs, et dans le bloc qui a été miné, j'ai ma transaction. Très bien. Ensuite j'ai un autre bloc qui est miné ensuite, ok. Et à côté de ça, j'ai un hacker, par exemple, qui a une force de calcul très importante, qui a réussi à miner 3 blocs depuis le bloc numéro 2. Donc c'est-à-dire qu'il a pris le bloc numéro 2 en parent H, il a miné un bloc 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe en fait si moi, ma transaction, je l'ai envoyée sur un échange? Donc il y a ce qu'on appelle les brokers, ce qui permet d'échanger un Ether contre des euros réels. Donc moi j'ai envoyé ma transaction, j'ai récupéré des euros, donc réels. Et puis en fait, là le hacker, ce qu'il fait, il libère en fait ces 3 blocs qu'il a minés dans son coin, mais il les a pas communiqués. Il a attendu en fait. Il a essayé de créer une chaîne la plus longue possible, tout en minant. Et là, ce qui se passe, c'est que le bloc 3 est écrasé. Donc ma transaction n'a jamais eu lieu, je conserve mes Ethers, et par contre j'ai bien reçu les euros. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'attaque des 51%.
Peut-être que Romaric pourra nous dire tout à l'heure si c'est exactement 51%, parfois il y a peut-être besoin de moins, mais voilà. Donc c'est pas immuable parce qu'en fait on se rend bien compte que alors ça c'est ce qu'on appelle un fork, hein, c'est-à-dire que la blockchain a forké parce qu'on a eu potentiellement deux mineurs qui ont trouvé quasiment en même temps, donc en fait on a le réseau qui va se dire bah tiens moi j'ai tel nœud, enfin tel bloc qui a été validé et moi aussi c'est le même, enfin c'est le même numéro de bloc, par contre c'est deux hash différents parce que c'est deux mineurs différents, donc il faut bien faire un choix à un moment donné et en fait au bout d'un moment c'est la chaîne la plus longue qui va gagner et qui écrase toutes les autres. Donc ça c'est une attaque possible. Sur Bitcoin il a été estimé qu'il fallait, je crois que c'était plus d'1 milliard de dollars d'investissement, d'équipement pour réaliser ce genre de choses. C'est faisable, hein, ça existerait, mais ça demande quand même beaucoup d'argent. Alors après, il faut 51% de la puissance de calcul totale en fait, total. C'est ça. C'est-à-dire qu'on estime, voilà, moi sur mon petit PC, j'ai peut-être, je sais calculer, on va dire 1000 hash par exemple à la seconde, et puis partout dans le monde, chacun sait faire 1000 hash, donc au total ça fait beaucoup plus. Et il faut se rendre compte que voilà, ça j'ai pas expliqué, mais en fait 15 secondes entre chaque bloc, c'est qu'en moyenne, sur l'ensemble des nœuds, chacun qui calcule, dans les 15 secondes, il va y en avoir un qui va le trouver. C'est pas 15 secondes exactes. Si on se rend compte, la blockchain est codée de telle façon à ce que si les blocs s'enchaînent, par exemple avec 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, elle va réévaluer la difficulté, elle va la mettre plus forte. Et alors ça, cette réévaluation se fait tous les... je sais plus, je crois que c'est tous les 100 blocs, un truc comme ça. Donc voilà, ça arrive en tout cas. Sur Bitcoin, c'est plus long. Sur Ethereum, c'est assez rapide. Déjà, on est sur 15 secondes entre chaque bloc, ce qui permet aussi des transactions plus rapides et une prise en charge rapide. Donc ça, c'est l'un des problèmes, l'attaque des 51%. Et c'est ce qu'on appelle aussi la preuve de travail. Donc là, ce que j'ai dit, le minage, c'est vraiment la preuve de travail. Montrer qu'on a passé du temps à faire ce calcul. Alors ce calcul est quand même très coûteux en énergie, c'est énergivore, c'est en matériel aussi. Et finalement, cette confiance qu'on peut accorder dans la blockchain, quand on dit qu'elle est sécurisée, c'est une confiance relative, entre guillemets, puisqu'en fait, elle est vraiment en fonction du nombre de blocs minés. C'est-à-dire que plus j'attends qu'il y ait en fait de blocs succédant à ma transaction, plus je suis sûr qu'en fait ma transaction est réellement faite. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les brokers comme Kraken. Quand vous faites en fait un virement sur le compte Kraken, après, avant d'avoir les euros, ils vont attendre, je sais plus, c'est genre 6 ou 10 blocs, quelque chose comme ça, pour être sûr qu'en fait, il ne va pas y avoir un fork de dernière minute qui va essayer de récupérer en fait la transaction qui n'aurait pas lieu, quoi. Ok, donc un pool de minage, c'est quoi? Parce qu'on a eu Jamie, il faut bien Fred, hein. Là, j'ai mis en fait les pools de minage existants sur Ethereum. Alors un pool, c'est quoi? C'est tout simplement que moi, tout seul, j'ai pas assez de puissance pour trouver un bloc avec ma machine. Même si j'ai une très grosse machine, ça passera pas. Donc les pools, c'est des personnes qui vont se dire, bah, en fait, on va se mettre en commun, on va prendre 100 mineurs lambda. Et puis chacun, tiens, par exemple, toi, je te donne un nonce de 0 à 100, toi, tu vas faire de 100 à 200, toi, de 200 à 300. Et ça permet de diviser en fait cette puissance de calcul entre plein de petits mineurs, et ce pool de minage finalement a une très grosse force de frappe. On se rend compte qu'on a deux pools, donc Ethermine et Sparkpool, qui se partagent à eux deux en fait plus de 50%. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un danger, enfin à mon sens, c'est que si ces deux pools se mettent d'un commun accord en se disant on va falsifier un petit bout de bloc, ils peuvent le faire, quoi. Donc ça c'est aussi une confiance relative sur la blockchain. Pour moi, il y a quand même beaucoup de problèmes. On a un côté décentralisé, effectivement, mais la centralisation du minage, elle est très forte à cause de ces pools. Ok, Jamy. Je veux hacker la blockchain. Comment je fais? C'est pas facile de retrouver des images d'époque. Donc le constat, c'est quoi? C'est qu'on a une clé privée, une clé publique qui donne un compte. Et finalement, c'est sécurisé par les statistiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un très grand nombre de possibilités. Est-ce qu'on peut tenter le super loto? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais générer une clé privée de 64 caractères dans l'alphabet de hexadécimal, donc de 0 à F. Un exemple de clé privée. Très bien, je le passe en... Alors ça, c'est la création d'un compte, hein. C'est vraiment comment ça fonctionne sur Ethereum. On peut le faire en local, sur un programme Java, n'importe, c'est très simple à faire. Oui, c'est peut-être un peu long par contre en description.
Donc le hexa, je le passe en big integer. J'utilise les signatures de courbes elliptiques, donc le SECP 256K1, donc je pense que certains connaissent déjà. Et ça me permet d'avoir le big integer public, donc c'est ma clé publique. Je reviens en hexadécimal. Et puis alors là, sur Ethereum, ils se sont amusés à faire en plus un chat-3 du résultat, puis une suppression des 96 premiers bits pour garder que les 40. Et on a la clé publique, voilà. Enfin, l'adresse publique de mon compte. C'est bon, c'est vraiment que des maths, mais c'est un peu bourrin, effectivement. Ok, très bien, donc ça maintenant je sais le faire, facile. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Une clé privée, c'est composé de 256 bits, comme on a vu, qui commence de 00001 à finalement, alors c'est quasiment FFF, mais pour des raisons mathématiques, on ne peut pas aller exactement au bout, parce que sinon ça boucle et ça revient sur le 000. Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait 2 puissance 77 possibilités de clés privées. Donc à peu de choses près le nombre d'atomes dans l'univers. Donc moi j'invoque le Pigeonhole Principle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le principe des tiroirs, qui dit que si j'ai n chaussettes et m tiroirs, en ayant plus de chaussettes que de tiroirs, j'ai au moins un tiroir qui contiendra plus d'une chaussette. Ça paraît à peu près logique, c'est pas forcément bête. Pourquoi j'invoque ce principe ? Parce que finalement une clé publique, elle est que sur 40 caractères, parce qu'on a vu qu'on coupait une partie en fait de la clé, et qu'on n'a plus que 10 puissance 48 possibilités. Ça reste encore le nombre de molécules d'eau sur Terre, enfin 10 fois plus que le nombre de molécules d'eau sur Terre, ça commence à faire beaucoup. Je me suis dit, est-ce que vraiment on peut essayer ? Donc là je suis tombé sur des trucs un peu fous, sur des Stack Overflow, machin, où en fait, j'ai mis le lien, je vais pas tout lire, mais j'ai juste en fait la petite conclusion que j'ai trouvée assez drôle, c'est que même si je connaissais l'ensemble des comptes existants sur la blockchain, même si j'avais des ordinateurs en parallèle à n'en plus finir, je pourrais pas le faire. C'est bon, j'ai pas vérifié le calcul mathématique, j'avoue, là j'ai pas les compétences. On va essayer quand même. Finalement c'est juste un super loto, hein. En fait je mets en danger chacune des clés existantes sur le réseau si je m'amuse à faire une génération aléatoire. Si je tombe sur un compte, tant pis pour celui qui avait le compte. Donc je récupère d'abord toute la liste des comptes Ethereum sur la blockchain. Alors j'ai un peu galéré parce que quand on synchronise un nœud, en fait, on a des modes rapides, c'est ce qu'on appelle les modes light. Donc en 5 heures à peu près c'est fait. Par contre moi j'avais besoin de récupérer l'ensemble des comptes, donc il m'a fallu 2 semaines pour synchroniser sur un SSD, parce que les disques durs normaux vous oubliez, et j'ai 73 millions de comptes existants sur la blockchain. Je les ai tous dans un fichier 3 Go, très bien. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je fais ? Je tente de générer des clés privées aléatoires, et je fais tout simplement le H7, parce que toute cette liste je la mets dans un H7 en mémoire. Je génère plein de clés privées. Les clés privées, je teste un compte, et je vérifie si ce compte appartient en fait tout simplement à la liste d'adresses. Bon, ça marche pas, hein. Clairement, il y a 0 chance de tomber, 0, plein de 0, de tomber là-dessus. Ok. Qu'est-ce que je peux essayer d'autre ? En fait, je sais qu'une clé privée, finalement, c'est quoi ? C'est que des 00 jusqu'à F. Je vais commencer depuis le début, et puis je vais faire un incrément, je vais tester. Ah ! J'en ai trouvé. Après, ils sont un peu bêtes, ceux qui mettent ça comme clé privée, parce que clairement, c'est facile à trouver, quoi. Donc là, en fait, celle-ci, c'est la clé privée, donc juste le chiffre 1, il y a un compte derrière. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà, il y en a quand même déjà quelques-unes. Donc tout ça, en fait, je regarde, finalement, il y a des comptes derrière. Puis après, je me suis un petit peu chauffé, je me suis dit, on va tester des trucs fous, une liste de 1, une liste de 9, des alternances. Alors j'ai fait plein de petits algos pour essayer de chercher, faire trimballer un A, par exemple, partout. Voilà, j'ai testé des trucs. Donc là, j'avais récupéré peut-être une vingtaine de comptes. Ok, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur ces comptes. Bon, par contre, il y a 0 Ether. C'est dommage. Mais il y a eu des transactions. Alors là, dans cet exemple, c'est la liste des 1, la clé privée de liste de 1, donne ce compte-là, qui est le 0x19 machin. Et ça, je l'ai fait hier soir, il y a 3 jours, il y a encore des transactions dessus. Cool, je me dis, trop bien. Et en fait, si on regarde bien, la transaction in ici, par exemple, elle a lieu sur le bloc qui finit par 327. À 330, il y a une transaction sortante.
C'est-à-dire qu'en fait, on a eu à peine le temps de recevoir quelque chose dessus que ça ressort directement. Ici, pareil, j'ai le bloc 399, le bloc juste après, la transaction elle ressort. Alors en fait, on voit que là j'ai 001 et c'est pas exactement la même chose parce qu'il faut payer les frais de transaction pour pouvoir créer cette transaction. Très bien. Et bien si moi aussi je jouais, essayer de piquer finalement ce truc-là parce que je vois que de temps en temps, il y a des choses qui arrivent et finalement c'est peut-être faisable quoi. Alors, après j'ai fouillé un petit peu les testus de l'implémentation Ethereum Java. Et je suis tombé, alors les testus c'est génial, hein, faites-en, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, tiens, c'est marrant, ils font un SHA-3, donc pareil, c'est un algo de signature, du mot vache en anglais, super. Et ils l'utilisent comme clé privée. Donc effectivement, le SHA-3 est assez complexe à comprendre, mais par contre, intellectuellement, je retiens que le mot vache, j'en fais un SHA-3 et j'ai pas besoin de l'écrire sur un bout de papier. Je peux me dire quelque part que c'est presque sécurisé comme méthode de chiffrement pour avoir sa clé privée. Donc ce test-là, en fait, ce TU, je regarde l'adresse derrière. Trop bien, en fait. Il y a déjà eu des transactions. Donc il y a des gens vraiment qui se sont amusés à envoyer sur le mot-clé vache. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais m'amuser à reprendre le gros H7 de 73 millions de comptes. Puis je vais aller télécharger des fichiers de mots de passe sur internet. Alors il y a le RockU qui est quand même plutôt utilisé. Avec BinPound, alors c'est 25 Go par contre, hein, il faut les parser un petit peu parce que il n'y a pas tous les mots de passe exactement, parce que parfois on n'a pas le mot de passe, on n'a que le hash, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc réduit ça faisait 5 Go, et puis finalement on va tester quoi. Alors, hop, là j'ai fait un petit programme en Java. Je sais pas si tout le monde voit bien. Je vais essayer peut-être de grossir un petit peu. Alors, le contrôle plus il marche pas. Alors, rapidement, il y a le init en fait, donc le chargement, et ensuite on va charger le dictionnaire de mots de passe. Donc il y a vraiment ces deux-là. Je vais passer en vue. Présentation. Merde, j'aurais dû le faire avant. Donc ça c'est juste le chargement du gros fichier de 73 millions de comptes. Et si je vais sur celui-ci. Donc maintenant je vais charger le dictionnaire de rocku.txt. Donc c'est un dictionnaire qui est facilement trouvable sur internet de tous les mots de passe les plus utilisés, les plus courants, les mauvais mots de passe en fait. Et j'en fais un SHA-256, un SHA-3. Alors ils sont pas exactement les mêmes d'ailleurs, il y en a un c'est le Ketchak3, quelque chose comme ça. Je connais pas grand chose mais j'ai essayé. Et puis en fait je teste à chaque fois si dans mon H7 accounts le H3 en fait, enfin le SHA-3 de ce mot de passe, la clé publique existe. Dans ce cas là je trace un petit log. Sauf que hop, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ça on va pas fermer. Sauf que comment on sort de ça? Tac, tac, tac. En Java, ça a été un peu long, et puis après, je me suis dit, tiens, je vais tester du Rust, parce qu'on parlait avec les collègues de Rust. Donc ici, j'ai fait la même chose en Rust, tout simplement. Ça m'a permis de tester un petit peu le langage. Donc en fait, je prends en paramètres les... Alors là, j'ai un 63 millions, c'était un petit peu avant que j'atteigne les 73 millions. Sur cette machine, j'ai que les 63 millions, mais je l'ai fait avec 73 aussi. Et je passe le RockU que j'ai passé en UTF-8. Alors ça, il met 25 secondes là pour charger en fait tout ça dans un H7. Et donc pour info, en Java ça mettait 1 minute 20, donc déjà c'était un peu différent. Et ensuite sur un fichier de 140 mégas, je sais plus, je mettais 5 minutes peut-être sur la version Java et je passais à c'était 30 secondes sur la version Rust. Donc c'était quand même plutôt cool de passer à Rust. J'espère juste qu'il va pas cracher mon PC parce que hier il m'a fait quelques ennuis avec justement ce programme. Donc là voilà, il charge, c'est un petit peu long, et puis finalement, ça y est, il est parti, il commence à trouver plein de clés. Donc là on a le Ketchak 256 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de password, de hello,
Alors Hunter 2 d'ailleurs, je suis tombé sur des trucs, je l'ai trouvé dans un Bash FR, je sais pas si vous connaissez, mais c'était pas mal. Dans ton chat, il y a des petites histoires drôles dessus. Donc finalement je pars, et puis en fait je trouve plein de comptes existants derrière. Je me dis, putain, c'est trop cool. Bon, après, j'ai vérifié sur les comptes, ils sont tous à 0 les comptes. C'est un peu dommage. On retrouve notre co d'ailleurs. Alors Guybrush il est pas mal. Hein. Tiens d'ailleurs je vais l'arrêter ici. Guybrush, hop, je prends son adresse. Voilà, hop, on sort ici. Je vais voir sur Etherscan, parce que finalement je peux aller voir tout ce qui se passe dessus. Il a eu 41 000 Ethers sur le compte. C'est un peu con quand même comme sécurité. Bon après si c'était il y a longtemps. Je regrette de ne pas avoir fait ça avant. Et ce qui est assez drôle, si on va voir en fait ce compte, donc le compte voleur entre guillemets qui a récupéré ces 41 000, on voit qu'il y a eu un in, et puis après on voit d'autres transactions derrière. Puis si je prends cette transaction, il faut savoir que dans une transaction Ether, il y a le destinataire, la source, et on peut mettre des données aussi. Là je vois des données, je regarde qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il y a quelqu'un qui met un petit texte et qui aimerait bien récupérer son argent. Donc, qui dit, voilà, si vous envoyez 50% de ce que vous avez pris, on considère que vous pouvez garder les 50%. Sinon, on continue les poursuites. C'est un petit peu, voilà, le grand banditisme. Mais c'est assez drôle à voir. 50% des fonds, on finalisera votre appropriation de 50% restant. Envoyer un petit mail à recovery, machin. Et ça c'est dans la blockchain. Donc c'est vraiment chaque nœud partout dans le monde a en fait ce petit texte un peu partout. C'est assez drôle à voir quoi, finalement. On peut envoyer un message à quelqu'un avec juste une transaction et puis des données dedans. Et là si tu remets le compte qui s'est fait voler finalement, ouais. C'est écrit il y a 1458 jours le gars sur son compte Ethereum, il a mis 41 000 Ethers. Ouais. Et genre un mois plus tard, il se les a fait complètement voler en fait. Complètement. Ça valait combien à cette époque-là, t'as une idée Je crois que ça valait 7 millions. C'est con quand même. Hein. C'est le mec qui a mis Guybrush en mode passe. Voilà, c'est ça. Ah, abuseur. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que finalement... Alors, en fait, c'était d'ailleurs, ça appartenait à quelqu'un qui travaillait sur la blockchain. Bon, bah, il n'a pas été très malin. Et c'était normalement pour... Alors d'ailleurs, on peut voir sur chacun des comptes dans Etherscan, c'est pas mal, le petit disque qui permet de faire des commentaires. Et en fait, sur celui-ci, on voit, bah voilà, c'est un peu dommage, quoi, effectivement, ce que tu as fait. Il se fait insulter. Et le texte en clair, t'as pu le voir parce que t'avais reverse la tête ou bah en fait, c'est que moi, je prends tous les mots de passe de RockU, je fais un SHA-3, j'ai une clé privée, je traduis ensuite en adresse le compte public. Et là, je vois qu'il appartient dans ma liste de tous les comptes publics que j'ai sortis. Quoi. Donc, tu parles du contenu. Ouais, le contenu. Le contenu, tout le monde peut voir. Ah oui, tout le monde peut le voir en fait. Il est juste passé en fait, c'est un champ supplémentaire de ta transaction que tu peux ajouter et faire passer des données dedans. Okay. Donc là, ensuite, quelqu'un a envoyé de petites transactions nulles, hein, vides, mais juste avec les données. S'il te plaît, tu peux les rendre. Après 7 millions de vols. Ok. Oui, mais c'est pas étonnant. Faire une donation. Donc on revient ici. Ensuite, donc moi j'ai voulu jouer aussi. Et finalement, en cherchant un petit peu, je suis tombé sur cette adresse, là, 0957. Alors il y a plein de sites qui en parlent. C'est une adresse qui récupère des comptes partout, sur tous les comptes, enfin toutes les clés WIC justement. Donc là, alors, il est suspecté en fait que ce soit la Corée du Nord ou en tout cas un organisme gouvernemental derrière parce qu'il y a quand même beaucoup de transactions. Potentiellement, ils ont aussi forcément des comptes mineurs parce que on a vu tout à l'heure qu'on a un pool de transactions et qu'en fait, quand j'envoie une transaction dedans, je prends celle que je veux et ensuite je les mine dans mon bloc. Mais il est quand même plus intéressant de prendre les transactions qui ont des frais de transaction assez forts parce que c'est moi qui les récupère en tant que mineur. Et finalement, on a vu qu'avec ce compte-là, il arrive à faire des transactions avec des frais de transaction à zéro. Donc ça veut dire qu'il a en plus des nœuds de mineurs derrière où il accepte ses propres transactions. Donc il commence à bien jouer celui-là. Un petit bandit.
Ok, mais alors du coup, comment on peut sécuriser sa clé privée? Apprendre par cœur sa clé privée, non déjà c'est une connerie, hein, c'est une mauvaise idée. Alors déjà parce que même si elle est aléatoire, 64 caractères hexadécimaux, enfin bon courage. Avoir un vrai aléatoire, vous pouvez très bien, enfin je sais pas si vous avez des joueurs comment dire, de jeux de rôle, ce genre de choses, où je crois qu'il y a des dés qui font 16 faces ou ce genre de choses. Vous lancez 64 fois le dé, vous avez du vrai aléatoire quelque part, c'est très bien. Faites-le offline, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être connecté en permanence sur le réseau pour générer un compte. Ça paraît logique, mais en tout cas ça permet déjà de sécuriser ce genre de choses. Mettez peut-être ça dans un coffre-fort physique, après ça peut toujours brûler, vous pouvez vous faire voler, donc il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire un chiffrement symétrique, donc là c'est tout simplement avec en fait vous avez votre clé privée, vous la chiffrez par un algorithme symétrique et avec un mot de passe que là vous gardez en tête par exemple, vous mettez dans un KeePass, ce genre de choses. L'algorithme de Shamir, celui-ci il est pas mal, je l'aime bien parce que c'est aussi ce qui est utilisé dans Vault. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Vault, mais l'algorithme de Shamir permet de dire en fait ma clé privée, je vais séparer en 5 morceaux. Ces 5 morceaux, quand ils sont seuls, je ne peux pas deviner la clé privée. Et ces 5 morceaux, je peux les distribuer à des personnes différentes. Et en fait, je peux me dire que si j'ai seulement 3 de ces morceaux-là, je peux récupérer ma clé privée. 3 sur les 5. On peut choisir le 3, le 5, tout ça, il n'y a pas de souci. Et ça permet de se dire, finalement, même si moi, il m'arrive quelque chose, j'ai donné le bout 1 à mes parents, j'ai donné le bout 2 à des amis, j'ai donné le bout 3. Et je peux en fait diffuser cette information, ce qui fait que même s'il m'arrive quelque chose, je peux me dire, en fait, mes amis, ma famille peuvent récupérer la clé privée derrière, quoi. Et ton ami tout seul, il peut pas avec Et l'ami tout seul, s'il essaie de récupérer, il peut rien faire. Bon, c'est un vrai ami. Voilà. Mais cet algorithme de Shamir, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et les clés matérielles. Une clé matérielle, donc en fait, il y a la Ledger Nano qui est assez connue. C'est une entreprise française qui a levé des millions, qui a bien marché. Et cette clé matérielle, alors là j'en ai une ici. Je vais la faire passer si vous voulez déjà. Vous voulez voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas la peine d'essayer de la hacker, il n'y a pas de... pas de possibilité là-dessus. Cette clé matérielle est certifiée EL 5+, je sais pas exactement ce que c'est pas grave. J'ai regardé les specs pour comprendre comment ça fonctionnait quand même, parce que finalement je me suis dit à la base avoir sa clé privée chez soi c'est bien, mais pas si bien que ça, parce que si je me fais voler je perds tout, quoi. Donc là cette clé privée elle a deux puces, donc il y a une puce principale là, qui communique en USB, et puis 2 boutons, un écran. Et l'avantage là c'est de se dire en fait quand je veux signer une transaction, en fait par le bus USB vont passer les données à qui je veux envoyer la transaction, et c'est seulement la puce sécurisée qui elle communique avec la puce de transfert, on va dire, qui permet de faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment une sécurité matérielle qui en plus nécessite l'appui du bouton, donc c'est vraiment physiquement câblé. Si j'appuie pas sur le bouton, la transaction ne se fait pas. Et en plus de ça, sur l'écran, il y a un tout petit écran où vont s'afficher le destinataire, le montant de la transaction. Donc je vérifie vraiment physiquement sur cet écran, est-ce que c'est bien la transaction. Donc ce qui me permet d'utiliser ça même sur un PC vérolé, je peux faire ma transaction. Je verrai si en fait dans le message qui passe, ah tiens en fait c'est pas mon destinataire que j'ai demandé, j'annule cette transaction. Alors ensuite on voit il y a les firmware internes de cette puce là, le bolos justement, on en parlait tout à l'heure. Et ce qui m'intéressait c'était le TRNG AIS machin, là je sais pas ce que c'est, mince, hop, je suis revenu trop vite. C'est juste du True Random Number Generation, ce qui permet en fait de générer un niveau d'aléatoire, une entropie très forte. Alors, de ce que j'ai essayé de lire en tout cas dans les specs, c'est de la physique quantique optique qui est utilisée dans la puce pour générer ce genre de choses. Je leur fais confiance. J'ai essayé de pousser un peu, mais c'est compliqué là, ça dépasse un peu mes compétences. Et ce genre de clé, si quelqu'un tombe dessus, en fait il y a un code PIN. Vous mettez entre 4 et 8 caractères. Et si il se trompe 3 fois, ça revient à 0, c'est réinitialisé, c'est vidé. Voilà, donc en fait c'est un bon compromis entre sécurité, utilisation aussi, parce que finalement j'ai jamais besoin d'avoir ma clé privée dans la mémoire de l'ordinateur.
Et ça, c'est un gros avantage aussi. Faut pas perdre ta clé, quoi. Faut pas perdre la clé. Alors, justement, après, cette clé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle génère de l'entropie. Elle va générer une liste de 24 mots. Et ces 24 mots, là, par contre, je peux les écrire sur un bout de papier, manuellement, si je veux conserver. Ce qui fait que si je perds ma clé, j'en rachète une, j'ai réintroduit les 24 mots, j'ai à nouveau ma clé. Donc, c'est aussi l'une des sécurités. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement, en fait, avec ce genre de clé. J'ai mes 24 mots, donc on peut les mémoriser de la façon qu'on veut. On peut utiliser Shamir aussi, pour essayer justement de... Mes 24 mots sont jamais lisibles directement. Par contre, je sais qu'en regroupant avec les amis, la famille, je peux récupérer ces mots. Ensuite, on peut en dériver plein de comptes. Donc là, le premier niveau de dérivation, ça va être pour générer des clés Bitcoin, des clés Ethereum, et plein de blockchains différentes. Et ensuite, sur chacune des dérivations, par exemple pour une blockchain, je peux générer plein de comptes différents. C'est juste en fait un numéro que je peux incrémenter. C'est ce qu'on appelle vraiment les wallets déterministes, c'est-à-dire que ça me permet à partir de la même source de données, les mots graines en fait, de régénérer mes comptes et de retrouver mes clés privées. Donc c'est ce que je passais en fait. Le seed, donc c'est vraiment les mots graines, c'est ce genre de choses. On a la master key, et à partir de là, on fait les dérivations, et puis on génère autant de clés privées que l'on souhaite. Maintenant, je me dis, ok, mais si la société s'écroule, en fait, et la clé matérielle ne se fabrique plus, comment je fais? Enfin, dans 10 ans, rien ne me garantit qu'en fait, cette clé, pareil, continue. En fait, c'est basé sur un protocole BIP39, une spécification plutôt. Et ça, je l'ai téléchargé, ce petit bout de truc. On peut l'avoir en offline, c'est juste du JavaScript. Et je peux très bien dire, donc là ça va être plus parlant aussi. Je génère 24 mots, donc là c'est en utilisant l'entropie de ma machine, mais normalement ça le fait avec la clé. Alors un fait intéressant, ça je l'avais pas vu, mais ils ont rajouté ça récemment. On peut aussi diviser ça en cartes. Alors c'est un peu, ils ont essayé de faire un Shamir, mais en mettant directement les mots. Par exemple, si je donne la carte 1 avec Myrti, XXX, machin, la carte 2, la carte 3, je distribue ça à 3 personnes différentes, donc chacun n'ont pas les 24 mots en complet, et avec une seule carte, il leur faudrait 300 dans 3 millions d'années, un truc comme ça. Donc voilà, autant dire que c'est impossible. Alors Shamir, ça fait à peu près la même chose finalement, c'est juste un truc en plus. Donc à partir de mes 24 mots, j'ai la route key, la master key, et ensuite on voit la dérivation, donc on a ce genre de choses, et si je choisis Ethereum par exemple, là ça va changer, c'est 44, 60, machin. Et derrière, le compte 0 par exemple, je l'ai laissé par défaut, et voilà, là c'est toutes les dérivations possibles. Donc pour 44, 60, 0, 0, j'ai cette adresse, j'ai la clé publique et la clé privée. Et on peut voir qu'à chaque dérivation supplémentaire, en fait, on a une adresse différente, quoi. Donc ça, c'est vraiment un côté déterministe qui me permet, à partir de 24 mots, de générer tous mes comptes et de gérer aussi tous les comptes de blockchain différentes, ce qui est assez pratique. Voilà, ok, et donc sur la blockchain, les améliorations possibles, parce que finalement ce qu'on voit, c'est que la preuve de travail, donc le minage, consomme beaucoup de ressources. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, mais on donne l'équivalent... la consommation électrique, je crois que pour le Bitcoin, c'est l'équivalent de l'Irlande en consommation électrique. C'est gigantesque, c'est un gaspillage monumental. Et beaucoup de blockchains tentent maintenant de passer en proof of stake. Donc là, c'est la preuve d'enjeu. Cette preuve d'enjeu, c'est quoi? C'est plutôt que de faire du minage, en fait, on va devoir signer avec sa clé privée les blocs. Ce qui implique aussi d'avoir sa clé privée à un moment donné disponible sur le réseau. Alors qu'en fait, avec le minage, on n'était pas obligé de l'avoir, ça. Donc ça met un peu en péril ceux qui tentent de miner les blocs. Mais ça garantit en fait une sécurité qui permet aussi de ne pas utiliser de ressources électriques gigantesques et puis surtout inutiles. Enfin, calculer des haches comme ça à la volée tout le temps, c'est un petit peu bête. Donc on a Tezos qui est français, j'en parlerai tout à l'heure. Ethereum qui, en fait, dès le début, quand il s'est lancé, Ethereum avait pour projet de passer en proof of stake. Mais ils prennent vraiment le temps, en fait, cette fondation, de bosser le sujet pendant très longtemps. Donc là, c'est la roadmap d'ailleurs pour Ethereum.
sachant que là on est à peu près ici. Il y a eu une mise à jour Istanbul qui prépare le terrain pour les prochaines montées de version. La beacon chain ici, c'est le passage en proof of stake justement. Alors on aura toujours la preuve de travail, mais on aura la preuve d'enjeu en plus qui commencera et ils vont garder les deux en parallèle. Je ne sais pas trop comment encore, mais ça devrait arriver donc là en fin d'année. Donc là on est dans les starting blocks. La phase 1 ensuite, le shard chain, ça va être la possibilité de monter en scalabilité, parce que là pour l'instant chacun des nœuds a l'ensemble de la blockchain. Enfin ça fait 250 gigas là, si on n'est pas en mode light justement, enfin même plus encore. Et donc c'est d'éclater sur chacun des nœuds, avoir seulement une partie seulement de la blockchain, mais on perd aussi ce côté décentralisé et c'est assez compliqué à mettre en place. Donc là-dessus ils y travaillent, mais c'est beaucoup plus complexe finalement, parce que si un nœud n'a plus toute la blockchain, est-ce qu'il peut réellement garantir que les transactions qui passent on valide ou pas, c'est plus compliqué. 2021 c'est le EWASM qui est prévu. En gros dans Ethereum on a les smart contracts qui sont exécutés dans une machine virtuelle, et là c'est utiliser le WebAssembly. Je sais pas si certains connaissent un petit peu ça, c'est vraiment d'avoir du code plus proche de la machine pour exécuter ça, donc gagner en performance. Et voilà, en tout cas ils ont une roadmap plutôt bien câblée pour avancer, pour monter en scalabilité. Et Tezos, donc nos petits français, enfin Arthur est français, Arthur Bretman et Kathleen, donc ils sont mariés tous les deux. Et c'est eux qui ont lancé Tezos. Alors c'est un protocole capable de s'auto-amender. Ça c'est assez fortiche. C'est-à-dire que sur leur blockchain, il est possible de faire des votes. Et ces votes sont vérifiés en fait en fonction du nombre de mineurs. Alors les mineurs sur Tezos sont appelés des bakers, des boulangers. Et en fait, en fonction de ces votes, ils vont valider les updates en fait de cette blockchain. Alors sachant que tout est dans GitLab, je pense que ça fera plaisir à Julien, mais tout est dans GitLab. Et qu'est-ce que c'est en fait le passage de protocole? C'est un hash de la nouvelle update de la branche en fait qui est en cours. Donc ça c'est assez fortiche comment ils ont fait ça. Ce processus formel de gouvernance, finalement, c'est l'ensemble du réseau qui va voter pour les updates souhaités. Donc c'est vraiment du mode vote. Et voilà. Ensuite, alors ça a été audité par le laboratoire de recherche de l'INRIA, si je ne me trompe pas, c'était bien ça. Ouais. Je sais que tu avais rencontré quelqu'un, toi. Mais... moi aussi, je connais les gars de l'INRIA, oui, mais ceux qu'on fait l'emblème de Canal Pro. Ouais. Oui, parce que j'ai pas... C'est dirigé par un mec d'INRIA Saclay. D'accord, ouais. Qui a monté sa boîte qui s'appelle Canal Pro, et qui d'ailleurs, on a fait une boîte qui s'appelle Origin Labs. Oui. Qui implémente du... Ouais, c'est ça. Parce que là, Tezos, en fait, pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'ils voulaient s'éviter les forks de chaînes. On a eu beaucoup de forks de chaînes sur toutes les blockchains, et finalement, ils ont quand même subi une. C'est pour ça qu'ils avaient mis cette espèce de vote, pour que ça fasse, en fait, qu'on puisse se dire, finalement, la majorité a voté pour ce protocole. On décide pas autrement, on fait ça, quoi. Et en général, ça crée un peu des garde-clochers sur d'autres blockchains. Et comme il n'y avait pas ce processus, ça réalisait des forks à chaque fois. Donc on a plein de blockchains parallèles, par exemple Ethereum à Ethereum classique. Bitcoin, il y en a des dizaines différentes. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que plus tu as de bakers, plus tu as d'influence sur les votes. C'est ça. Et en fait, alors moi, ce que j'aime bien dans Tezos, c'est le côté distribué. Parce que, en fait, les bakers sont ceux qui ont... en fait, tu vas avoir le droit de valider des blocs. Enfin, ce droit va être augmenté en fonction du nombre de Tezos que tu as. Donc plus tu as de Tezos, plus tu seras amené à valider des blocs et à travailler dessus. Alors si tu n'as pas envie d'être boulanger, tu peux très bien déléguer en fait tes Tezos à un autre boulanger qui lui va s'occuper de faire ce travail. Et c'est comme si tu plaçais sur un livret A en fait tes Tezos, et ça va te gagner une rémunération en pourcentage, je ne sais plus si c'est 5%, quelque chose comme ça, à l'année. Donc tu gagnes petit à petit à chaque fois ce que tu as délégué. Et toi, tu es sûr de ne pas les perdre, parce que c'est pas toi qui t'amuses à mettre ta clé privée sur le réseau pour valider ce genre de choses. Et ça permet aussi d'avoir une distribution plutôt hétérogène. Donc là, on voit que par rapport à Ethereum, on a une belle distribution. Alors là, c'est Dune que j'ai pris en photo, mais finalement, sur Tezos, c'est pareil. Et là, c'est l'exemple d'un bloc. En fait, si moi je valide un bloc, j'ai 32 relecteurs, entre guillemets,
qui vont devoir vérifier que j'ai bien fait les transactions, enfin j'ai bien validé ce bloc, j'ai pas essayé de tricher. Et s'il y a une détection de tricherie entre guillemets, il vide mon compte. C'est implémenté directement dans la blockchain. S'il y a un mec qui dit lui il a triché, ou alors faut que ce soit au Non, 51% des votes. Voilà, il y a beaucoup de mécanismes justement de régulation dedans. Mais s'ils détectent tous ensemble qu'il y a eu une tentative de tricherie, c'est détruire ton compte. c'est ça. Et l'argent il va où? Il détruit complètement. Il disparaît. Donc, alors ça amène en fait effectivement à faire attention à ce que tu fais là-dessus. Quand tu veux être boulanger, il faut pas trop se planter non plus. En fait, l'un des principaux problèmes, c'est si tu crées si tu essayes de monter 2 nœuds et de miner 2 fois le même bloc en fait. C'est là où il y a des processus qui vont dire attention, tu as essayé de miner 2 fois le même bloc. Voilà, après ça marche plutôt bien. J'ai vu d'ailleurs, c'est Florian qui a envoyé ça hier, la gendarmerie qui a implémenté le premier smart contract sur Tezos justement. Donc voilà, alors ce qu'ils ont fait dessus, j'ai pas trop regardé, mais si j'ai bien compris, c'est pour des transferts de fonds entre Europol ou ce genre de choses. Et ça, moi, c'était parce que j'ai lancé mon petit nœud de boulanger, et en fait, la clé privée, plutôt que de l'avoir dans la mémoire de l'ordi, on peut en fait être valideur avec sa Ledger Nano. Donc je sais pas où il est d'ailleurs. Merci. Je montrerai tout à l'heure si j'ai le temps de. Ah, il est déjà 1h. Donc ça me permet vraiment de valider les blocs quand ils arrivent, mais sans mettre en danger finalement ma clé privée, parce qu'elle reste dedans, dans ce petit matériel. Ok. Une autre possibilité, alors je vais pas rentrer trop dans le détail parce que là c'est de la magie noire pour moi, clairement. C'est la confidentialité, la fongibilité sur d'autres blockchains, les ZK Snark et ZK Stark. Alors ZK pour le Zero Knowledge en français en fait c'est la preuve à divulgation nulle de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, je sais pas qui, envoie une transaction à je sais pas qui, de je sais pas quel montant, et je suis capable de le valider. Je vous l'ai dit, c'est magie noire. Alors ça c'est mathématique, ça a été ça fonctionne. On a les blockchains de Monero, Zcash qui utilisent ce principe. Ethereum a essayé de l'implémenter aussi, mais dans des smart contracts. C'est encore plus capillotracté, on va dire. C'est un peu Inception. Mais là-dessus, il y a la parabole de la caverne d'Alibaba que j'ai à peu près compris pour expliquer ça. Alors du coup, elle sera plus en filtre. Hop. Donc là, on a un chemin A, un chemin B, une porte. J'ai un utilisateur ici, 1, 2, et le 2 il va se placer sans que le 1 regarde, il va prendre le chemin A ou B, n'importe, il va peut-être prendre le 2 ici, et ensuite l'utilisateur 1 va lui dire, en fait il va se mettre juste à l'entrée de la caverne, c'est la caverne d'Alibaba, je veux que tu sortes par le chemin B. Alors si c'est le B en fait, il est déjà du bon côté, donc il peut sortir par coup de chance. Si c'est le chemin A, il est obligé de traverser la porte et donc de dire qu'il a connaissance de la clé de la porte sans donner la clé de la porte. En fait, c'est un peu ce principe. Alors, on peut avoir un coup de chance et être déjà du côté B de la voie, mais si on réitère ce processus un très grand nombre de fois, on s'assure en fait statistiquement, pareil, hein, c'est toujours une histoire de statistiques. Si je le fais 1 million de fois, qu'à chaque fois le joueur 2 sort du bon côté que je lui dis, je peux considérer qu'il a la clé en fait, mais sans savoir quelle est la clé. Alors, c'est l'une des analogies qui est utilisée en fait pour comprendre cette preuve à la divulgation nulle de connaissances. Hop. Mince. Hop. Donc, alors là, je vais paraphraser un petit peu, c'est Arthur Bretman qui parlait de ça. C'est la critique des pessimistes, parce qu'en fait, beaucoup vont dire que la blockchain, justement, ça consomme trop d'électricité, ça sert à rien. On a le sophisme aussi des optimistes que j'aime bien, c'est effectivement, certains pensent qu'on peut tout résoudre avec la blockchain. Absolument pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment certains problèmes très spécifiques qui vont être plus dédiés à la finance, par exemple, à la preuve, en fait, c'est remplacer quelques tiers de confiance
par la blockchain. Et donc ça peut être un bel avantage. Et on peut quand même faire un stockage de transmission et transmission sécurisée d'informations de façon transparente. Donc on a quand même l'historique des transactions, alors en tout cas sur les blockchains comme Ethereum, tout est public, tout est facilement lisible. Un des exemples que j'aime bien aussi, c'est Wallet. Wallet, c'est une société qui est basée à Rennes d'ailleurs. Eux, en fait, ce qu'ils proposent tout simplement, c'est faire de la signature de brevets. C'est-à-dire qu'en fait, si vous écrivez un document dans un fichier texte, vous en faites un SHA-256, une signature numérique, vous la mettez dans la blockchain, et en fait, elle est datée. Ce qui fait que vous pouvez dire ensuite, si on vous pique l'idée, non mais moi le document je l'ai, statistiquement il est impossible de reproduire la même empreinte en SHA-256, et j'ai la date exacte de quand est-ce que j'ai eu cette idée. Alors c'est un petit peu raccourci, mais Wallet utilise en tout cas la blockchain pour faire ce genre de choses. C'est l'heure de nous quitter. Vous reconnaissez Marcel? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu n'as pas trop parlé de qu'est-ce que toi tu faisais. Tu as parlé de cas concrets là sur Ethereum, etc. Mais genre toi, tu as commencé avec quoi? Moi j'ai commencé donc sur la bêta Ethereum, ensuite sur Ethereum même. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait un petit peu de minage, ensuite j'ai testé justement tout le process des comptes. Tezos, là je m'y intéresse plus maintenant, je trouve que c'est un peu plus sympa à faire. Il y a tout un... Alors c'est assez complexe, c'est pour ça que je suis pas trop rentré dans les détails sur Tezos, mais on a pas mal de... En fait, il y a tout un processus de plusieurs cycles de vie. En fait, je sais par exemple jusqu'à 7 cycles de vie, quels seront les blocs que je devrais miner, quels seront les blocs que je devrais valider. Et en fait, je suis rétribué pour valider tel bloc ou miner tel bloc. Enfin, construire tel bloc, quoi. Mais principalement, moi, j'ai joué avec Tezos et Ethereum. Ouais. Après, j'ai pas trop joué encore avec Smart Contract. J'ai regardé un petit peu, c'est pas forcément simple non plus. Mais il y a beaucoup d'outillages, en tout cas, on peut avoir un IntelliJ qui est prévu pour coder directement sur les smart contracts. Il faut savoir aussi que Ethereum utilise un langage, c'est Solidity, qui contient des bugs, parce que du coup, il y a eu The DAO, ça a été l'un des grands fiascos de Ethereum. En fait, ils ont fait un smart contract, et ce qu'ils disaient, c'était que le code, c'est la loi, sauf que le code avait un bug, quelqu'un a tout siphonné. Et ça a créé une vraie division dans la communauté, parce qu'en fait certains disaient on s'est fait piquer tout l'argent qu'on avait mis dedans, on voudrait revenir en arrière, sauf que on est censé ne pas pouvoir revenir en arrière, c'est la blockchain, quoi. Et c'est de là qu'est né justement Ethereum classique. Ils ont considéré que le voleur il avait juste été intelligent et ils continuaient sur cette idée, quoi. Donc ils ont gardé le vol actif sur Ethereum classique, et Ethereum normal, eux ils ont fait un rétropédalage et ils se sont dit non c'est pas très cool quand même, quoi. Et du coup, il y avait deux blockchains. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, quand tu as un fork comme ça d'une blockchain, si toi tu avais un compte avec 100 Ethers, tu as 100 Ethers classiques et 100 Ethers encore normaux. C'est-à-dire qu'il y a une monnaie qui va fortement être dévaluée au Ouais. moment du fork. C'est ça, en fait, la Ethereum classique, en fait, elle a été complètement dévaluée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, ça j'ai pas précisé non plus, mais l'attaque des 51%, elle est quand même réalisable, et sur Ethereum classique, elle a eu lieu. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de validateurs, la puissance de calcul n'est pas énorme. Ils ont estimé qu'avec 4500 € par heure, en louant des grosses machines comme ça sur Internet, on peut réussir l'attaque des 51%. Et ça a eu lieu sur Ethereum classique, ouais. Mais parce que Ethereum classique est considéré un peu comme un fork, on va dire, ils ont voulu créer une nouvelle monnaie en fait, facilement, quoi. Pour rentrer dans la blockchain, il faut se créer un compte, si je comprends bien, Ouais. avec une clé privée. Exactement, oui. Cette clé privée-là, ensuite, il faut l'alimenter avec de la monnaie. Alors c'est ça, c'est que ensuite on va avoir ce qu'on appelle les brokers, donc je pense à Kraken notamment. Donc là c'est un site internet, on se connecte dessus, on crée un login, mot de passe, on peut envoyer notre RIB dessus, et puis envoyer de l'argent réel, des euros dessus.
Et eux, en fait, c'est juste une bourse d'échange. Ils se chargent en fonction de si vous donnez 100 euros, en fait, vous allez avoir un Ether, par exemple. Et cet Ether, eux, en fait, il est conservé, c'est eux qui ont la clé privée. Ensuite, vous pouvez l'exporter, enfin faire une transaction depuis ce site internet sur votre propre compte, qui va être soit un bout de papier, soit la clé physique, comme vous voulez. D'accord. Et justement, ce genre de broker, c'est un vrai danger parce que les gens ont tendance à laisser leur monnaie sur ces sites-là, en disant bah, c'est sécurisé, sauf qu'en fait on a eu beaucoup de cas déjà de ce genre de brokers qui ont été piratés, toutes les clés privées volées, et ce qui est logique pour un attaquant, c'est l'un des plus beaux pactoles à se faire en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est déposer des euros, récupérer des bitcoins ou des ETH, C'est ça, et et les les... mettre sur ton wallet, exactement, sur ton wallet perso. et après t'as ton wallet. Ton wallet perso, s'il n'y a que toi qui gères ta sécurité finalement, quoi. Donc, et juste avoir une clé privée aléatoire, et après t'as pas de souci. Ouais. Alors jusqu'à ce qu'on arrive aux ordinateurs quantiques qui potentiellement pourront... Alors, ordinateur quantique c'est intéressant parce que en fait ce qu'on a vu justement dans la création du compte public, ils enlèvent 96 premiers bits. Parce que finalement un ordinateur quantique avec je sais plus quel algorithme permet de passer de public à retrouver la clé privée. Mais comme là on supprime même de l'information, il faudrait en plus générer potentiellement toutes les clés publiques qui ont existé, quoi. Donc c'est une petite protection contre ça, mais bon, on n'y est pas encore. Ouais. Si tu me parles de Kraken, ça remet en cause le fondement des bitcoins, des blockchains, parce que là du coup tu as un tiers de confiance qui vient dans la partie. Exactement. Et c'est pas très bon. Et en fait, c'est souvent justement l'abus de confiance qui est dans les blockchains, je trouve, c'est dans tous les intermédiaires avec la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, moi je fais un site internet en disant ouais, je fais de la blockchain parce que je me connecte dessus. Mon site internet peut se faire pirater. Ça dénature le concept Exactement. de la blockchain. Ouais. Mais parce que en fait, finalement, si on veut quelque chose d'utilisable facilement, on a vu que c'est pas forcément simple non plus à rentrer dedans. On préfère avoir un petit site internet, ce genre de choses. C'est pas simple à utiliser juste en fait. Enfin, la clé comme ça, il faut quand même connaître ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas fait pour demain, on va pas foutre les banques à terre Non. avec le blockchain. Non. Pour moi, en fait, ça a une utilité pour vraiment des cas très spécifiques. Et c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment le sophisme des optimistes qui dit que voilà, on peut tout résoudre avec la blockchain. Non, c'est pareil. Il y a la traçabilité, par exemple, ça peut exister. Mais pareil, si je veux tracer les produits de Leclerc, par exemple, et savoir d'où ils viennent exactement dans la blockchain, je peux très bien juste falsifier l'étiquette sur le produit. Enfin, je veux dire, il y a plein d'intermédiaires possibles, de vecteurs d'attaque autres que la blockchain. Je continue. Oui, vas-y. Si je peux me permettre. Et ceux qui ont créé Ethereum, etc., qu'est-ce qui nous garantit qu'ils n'aient pas de backdoor et qu'ils gèrent En fait, c'est même pas à la base, ils n'ont pas écrit un programme, ils ont écrit un livre blanc, juste des spécifications. Après, les implémentations, il en existe plein. D'ailleurs, Ethereum a été assez intelligent là-dessus. Parce qu'en fait, il a fait une levée de fonds en Bitcoin d'ailleurs, à l'époque. Et il a financé donc une fondation qui a généré plusieurs implémentations en plusieurs langages. Ça a été beaucoup de poker aussi parce que finalement, à un moment donné, ils ont eu un bug sur une implémentation qui était en Go. Et plutôt que la blockchain tombe complètement, en fait, il y avait les autres implémentations qui continuaient de tourner. Donc ça, c'était plutôt intelligent. Et toutes ces implémentations sont publiques. Donc tu peux aller voir le code sur GitHub. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait sur l'implémentation Java. Ouais. Pardon ? Complètement public. En fait, tu génères même à partir des sources le binaire en local sur ton PC. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le minage aujourd'hui? Parce que quand on se renseigne, on a l'impression qu'il y a plein de plateformes qui proposent justement de participer à du minage collaboratif et c'est une grosse arnaque. C'est pas une grosse arnaque, c'est... Après, déjà, c'est pas très écolo. Ouais. Ça m'étonne de toi, Alexis. C'est pas très écolo. Non, en fait, c'est ce que j'ai vu, j'ai montré tout à l'heure avec les pools, c'est que tu vas en fait participer dans un pool. Si tu veux faire ça, participe dans un petit pool. C'est plus... en fait, c'est dans la philosophie, tu distribues un peu plus finalement la participation plutôt que ce soit toujours les gros qui vont avoir une force de frappe immense. Et potentiellement, s'ils se regroupent, ils ont l'attaque des 51% possible. Plus de questions ? Ouais.
Ça existe le blockchain privé où tu peux sélectionner des salles de concurrence Et pareil, alors moi, après c'est mon avis perso, hein, mais je pense que c'est une connerie. Pourquoi ? Parce que une blockchain privée, tu vas effectivement pouvoir faire communiquer beaucoup de... Alors je sais qu'il en existe dans l'énergie, par exemple, ceux qui achètent des panneaux solaires, et plutôt que d'utiliser un tiers de confiance pour se payer, le tiers de confiance va forcément récupérer en fait une petite commission. Ils veulent se créer une blockchain privée, sauf qu'en fait, si ça utilise le processus du minage, je loue juste temporairement des serveurs pour casser avec une attaque 51% et je change en fait ce que je veux dans la blockchain, quoi. Pas assez de monde pour C'est ça. En fait, elle est intéressante, je trouve, quand elle est publique et massivement utilisée, parce qu'en fait, elle devient d'autant plus compliquée à hacker. Ouais. On parle énormément de Facebook en ce moment avec la création de sa monnaie qui inquiète de nombreux États, des banques, des institutions. Comment justement les États le vivent, cette apparition de cette technologie aujourd'hui, parce que c'est la même chose au final. Sauf que là, ça serait pas un tiers. C'est ça. C'est un peu mal vu, effectivement. Je crois qu'ils veulent, en Europe, ils veulent bloquer Libra, justement, de Facebook. Et ouais, non, effectivement, c'est un peu mal vu. Après, je sais pas comment ils vont réagir exactement. En fait, c'est assez nouveau. Je sais que, en France, on est parfois un peu en retard sur ce genre de questions, justement, sur le côté qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, et puis ça arrive des années plus tard. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, Libra, je sais pas, parce que j'ai pas regardé encore l'implémentation qu'ils utilisent derrière. Et en fait, est-ce qu'on pourra nous-mêmes avoir notre nœud en local ? Est-ce que le code source sera disponible ? Ou alors finalement, est-ce que c'est juste un truc centralisé ? Ils mettent crypto-monnaie, juste le buzzword, et puis en fait, c'est juste un serveur où ils enregistrent les comptes. Hein. Ça peut être aussi ça, quoi. C'est un consortium. C'est un consortium ? 23 participants différents en Ouais. dehors de Facebook. D'accord, ouais. Donc il y a quand même un accord Entre eux, ouais. C'est de la réplication machine à état. Et normalement, d'un point de vue économique, ils font du stablecoin. D'accord, ouais. Tu mets, pour être dans les 23, tu mets chez combien en cash sur la table. Ah, mais oui, j'ai vu ça, ouais, Et en exact. fait, ça Ouais. assure que justement, il n'y a pas de volatilité économique. Parce qu'ils créent leurs réserves, leurs Farnox, en fait. Et tu vas emprunter, ça passe. Il faut sortir un gros billet pour l'avoir. Pour participer dans les valideurs, il y a d'autres mécanismes qui existaient comme ça, R3 qui est un consortium bancaire, qui fait la même chose. Et donc tu mets sur la table de l'argent, et là l'intérêt d'un point de vue économique, c'est que du coup, ça assure une légitimité au Libra, puisque tu sais qu'il est garanti par l'argent qu'il y a derrière. C'est ce qu'on faisait avant avec l'or, avant Bretton Woods. Mais ils n'aiment pas ça quand même. On a bien compris.